je m'appelle Éloi Van Der Becken, je travaille à Synactive. À Synactive, je fais pas mal de recherche de vulnes, reverse, exploitation, etc. Et pour ça, je me sers de Frida. Je suis un utilisateur et contributeur, donc je participe aussi au développement quand j'ai le temps et quand il y a des features qui manquent. Aujourd'hui, je vais vous présenter Frida. Donc, je vais commencer par une petite introduction, vous présenter ce que c'est, à quoi ça sert exactement. Pourquoi on fait de l'instrumentation dynamique de code? Pourquoi utiliser Frida en particulier? Ensuite, je vais vous faire une petite description rapide des différents outils qui viennent avec Frida, des API, etc., de ce qui est possible de faire. Enfin, je vous ferai une petite démonstration sur Snapchat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application Android ou iPhone qui permet de s'échanger des photos ou des vidéos. Et la particularité, c'est que ces vidéos et ces photos s'effacent automatiquement. Donc vous avez la possibilité de les rejouer ou de prendre une capture d'écran, mais si vous le faites, la personne en face de vous va être au courant, etc. Et donc, je vais vous montrer comment récupérer les photos qu'on vous envoie sans que la personne en face de vous ne le sache. C'est plus pour vous faire une petite démonstration rapide de comment ça marche et vous montrer que ça marche déjà, plutôt qu'un exemple très poussé. Mais bon. Donc Frida en quelques mots. Donc c'est du Python, ou alors du JavaScript, ou alors du QML. Donc QML, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est partie de Qt, ça permet de faire des interfaces graphiques rapidement. Ou du Swift, le nouveau langage de programmation de Apple, ou du .NET, donc n'importe lequel de ces programmes, qui va injecter du C ou du C++, scripté en JavaScript, pour reverser de l'assembleur. Donc ça supporte x86, x86-64, ARM, ARM64, ou pour reverser de l'Objective-C, ou du Dalvik, donc la JVM qu'il y a dans les Android, et sur du Windows, du Mac, du Linux, de l'iOS, de l'Android, ou même le support a été ajouté récemment sur du QNX, qui est un OS temps réel, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc vu comme ça, et c'est aussi l'effet que ça m'a fait, on a l'impression que c'est un peu une grosse usine à gaz qui n'a pas vraiment de sens. Donc plein de langages différents, que ce soit du JavaScript, du Swift, du C, du C++, du .NET. On a un peu l'impression que c'est plus un empilement de technologies pas très pratique qu'autre chose, mais c'est ce que je pensais au départ. Mais au final, ça va se retrouver, on va voir plus tard que c'est robuste et que chacun de ces langages a du sens. Il n'a pas choisi d'injecter du JavaScript pour rien, la personne qui est derrière Frida. Donc à quoi ça sert Frida concrètement? Ça sert à faire de l'instrumentation dynamique de code binaire. Donc instrumentation, qu'est-ce que c'est? On va aller modifier le flow d'exécution du programme pour aller injecter, par exemple récupérer de la donnée au moment de l'exécution de telle ou telle fonction, ou alors pour récupérer les entrées et sorties de telle ou telle fonction. On va pouvoir modifier le flow d'exécution du programme, changer son comportement, utiliser des fonctions qui sont dans le programme, aller lire des données qui ont été initialisées par le programme, etc. Dynamique, parce qu'on va le faire directement en mémoire sur un processus qui est lancé, c'est-à-dire pas statiquement, comme avec IDA ou Miasm ou MetaSM, etc. Alors ça a quelques avantages, le fait d'être relativement plus discret que les modifications statiques, étant donné qu'on va opérer en mémoire, donc tout ce qui va être vérification d'intégrité sur le code, sur le disque, ça ne va pas permettre de détecter le fait qu'on est en train de l'instrumenter. Plus facile, parce qu'on peut modifier directement le programme en mémoire sans avoir à reconstruire tous les formats d'exécutables différents. Plus pratique, bon, même si ça se défend, on va pouvoir poser on va pouvoir intercepter l'exécution du code et si on pouvait fermer la fenêtre, ça m'arrangerait. On va pouvoir intercepter le code et enlever nos points d'interception directement dynamiquement à la demande. Donc on va pas avoir à gérer par exemple une machine à état. On va aussi pouvoir injecter notre code. Si le programme est protégé et qu'il commence par une routine de déchiffrement et de redirection de code par exemple avant d'être exécuté en mémoire, on va pouvoir poser nos points d'interception une fois que le programme est en clair en mémoire. Et enfin, le fait que ça fonctionne sur du code binaire, ça nous permet d'injecter, d'instrumenter des programmes pour lesquels on n'a pas la source. Donc je vous verrai plus tard comment cette injection se fait suivant les différentes plateformes. Bon, pour ceux qui ont déjà fait un peu d'instrumentation dynamique de code,
savent qu'il y a pas mal de frameworks qui permettent déjà ça, que même poser des hooks en mémoire, c'est pas ce qu'il y a de plus complexe à faire, hein, tout le monde en a déjà fait. Alors pourquoi on utiliserait Frida plutôt que Detour, par exemple, qui est une librairie de Microsoft? Et c'est pas ce slide-là. Donc pourquoi on poserait des points d'interception dans le programme? Pour intercepter des données. Donc, typiquement, vous allez vous servir de Frida si vous avez un programme qui fait du SSL pinning, c'est-à-dire si vous avez un programme dans votre téléphone qui va se connecter à un serveur, vous aimeriez bien savoir ce qui passe entre le téléphone et le serveur. Pour ça, votre premier réflexe, ça va essayer de faire un man in the middle sur la connexion pour essayer de lire les données. Si elles sont chiffrées avec du SSL, vous allez essayer de faire l'interception, ajouter un certificat dans le magasin de certificats du téléphone, par exemple. Mais parfois, c'est le programme qui va vérifier lui-même que le certificat est bien celui qu'il attend, en stockant un hash du certificat. Et à ce moment-là, vous pouvez essayer de modifier l'environnement du programme comme vous voulez. Vous n'allez pas réussir à faire un man in the middle sans toucher au programme lui-même. Donc, c'est typiquement le genre de choses que vous pourrez faire avec Frida, c'est faire de l'interception sur SSL, en allant récupérer directement les datas avant qu'elles ne soient chiffrées quand elles sont envoyées au serveur, ou après qu'elles aient été déchiffrées quand elles viennent du serveur. Ce que vous allez pouvoir faire aussi, c'est injecter des données. Donc c'est particulièrement utile si vous avez un client lourd qui va se connecter à une base de données ou sur le serveur d'un client ou sur quelque chose. Que derrière, vous avez tout un protocole propriétaire qui est derrière tout ça, qui va compresser, chiffrer, faire de l'échange de clés, etc. Vous n'avez pas beaucoup de temps et vous voulez voir rapidement si le serveur est robuste derrière ça. Vous allez pouvoir faiser les données en mettant un point d'interception avec Frida à un endroit, juste avant que ce soit compressé, chiffré, etc., traité par le programme, et venir injecter vos données directement en mémoire. Ça sert bien sûr dans l'autre sens pour aller tester la sécurité du client lourd. Vous pouvez vous en servir aussi pour modifier le comportement du programme. Donc contourner une vérification client, par exemple, si vous avez la vérification d'un code PIN ou d'un mot de passe, etc., qui est fait de côté client, vous pouvez intercepter l'appel à la fonction de vérification et modifier son retour de manière à ce que l'application croit que vous avez le droit de faire ci ou ça. Vous allez pouvoir aussi utiliser les fonctions qui sont intégrées au programme. Donc, dans une mission, il n'y a pas longtemps, on avait un programme qui utilisait un format de base de données propriétaire chiffré. Donc, pour après essayer de lire ces bases de données et les modifier et les rechiffrer de manière à essayer d'injecter des données qui vont être manipulées par ce programme, il a fallu les déchiffrer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les fonctions de chiffrement qui étaient intégrées au programme. On les a appelées depuis notre JavaScript injecté avec Frida. Et avec ça, on avait une fonction de chiffrement et de déchiffrement de la base de données. Et après, on pouvait injecter des choses dedans, etc. Ça peut servir aussi à créer des traces d'exécution. Donc, vous avez tous dû déjà utiliser strace, ltrace, etc., qui permettent d'avoir une vue de ce qui est exécuté par un programme dynamiquement. Moi, typiquement, si vous voulez la même chose, mais sur des fonctions qui ne sont pas exportées ou pour lesquelles vous n'avez pas de symbole, vous allez pouvoir créer ces traces d'exécution très simplement avec Frida. Moi, ça me sert par exemple sur iPhone pour générer des traces, parce qu'il n'y a pas l'équivalent de ltrace sur Mac existe, mais ça n'a pas été porté sur iOS. Pour ça, il faudrait charger un driver qui n'est pas présent sur les iOS. Donc, avec Frida, vous pouvez très rapidement recoder l'équivalent d'un ltrace et générer toutes les traces dont vous avez besoin. Donc, on y vient. Pourquoi Frida et pas un autre framework? Alors, parce qu'il est multiplateforme, donc comme je vous l'ai dit, ça supporte Windows, Mac, Linux, iOS, Android et QNX. On m'a demandé au boulot si ça supportait BSD. J'ai pas encore eu l'occasion de le vérifier, mais le portage ne devrait pas être très compliqué. C'est vraiment multiplateforme, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir réutiliser votre code JavaScript sur différentes plateformes sans avoir à modifier plein de trucs ou à recompiler 1000 choses, etc. C'est vraiment, vraiment multiplateforme. C'est une installation qui est vraiment très simple. À chaque fois, c'est soit 3 clics, soit 3 lignes de commande à taper qui sont toutes bien documentées. Ça marche vraiment du premier coup. Vous n'avez pas besoin d'installer 1000 dépendances. Ils s'en chargent pour vous. C'est vraiment bien fait de ce point-là, de ce point de vue-là. Vous avez l'avantage aussi d'avoir un prototypage rapide, étant donné que c'est du JavaScript. Vous éditez votre script, vous l'injectez. Si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas grave, il suffit d'éditer un fichier texte, il n'y a pas de recompilation. L'autre gros avantage, c'est que si vous avez besoin d'utiliser une bibliothèque JavaScript, la quasi-totalité des bibliothèques JavaScript reposent que sur le corps de JavaScript. Vous n'avez pas comme Python
des dépendances à des librairies en C, etc., qui seraient difficiles à porter ou à injecter dans les différents devices que vous manipulez. Vous allez pouvoir utiliser directement toutes les bibliothèques JavaScript qui vous intéressent. L'intérêt aussi d'avoir du JavaScript et pas du C, par exemple, c'est qu'en cas de... Si vous faites une erreur de programmation et que vous n'avez pas... Bon, mis à part le fait, si vous injectez un peu n'importe quoi, n'importe où en mémoire, bien sûr, ça ne va pas le faire, mais si vous avez juste une erreur dans votre programme, vous allez avoir une jolie exception JavaScript qui va être levée, qui va être catchée par le moteur JavaScript, qui va vous retourner une erreur. Vous allez savoir à quelle ligne vous êtes trompé, vous allez pouvoir patcher et tout de suite réinjecter votre script dans le processus. Derrière, Frida se charge de cleaner tous vos points d'intersection que vous avez mis, etc. C'est vraiment résilient. Enfin, un dernier point qui est intéressant à connaître aussi, c'est que ça a une licence permissive, Frida. C'est du WX Windows Library License, c'est-à-dire que c'est du LGPL v2 avec l'exception du linkage statique. C'est-à-dire que si vous ne touchez pas au code de Frida, mais que vous voulez l'utiliser dans un de vos outils, qu'il soit propriétaire ou non, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez le linker statiquement, vous pouvez le mettre sous forme de DLL, vous pouvez le vendre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a vraiment que si vous touchez au code de Frida, que là, vous êtes obligé de fournir les sources de votre patch, si on vous le demande, à celui qui a accès au binaire. Enfin, pourquoi Frida? Bon, c'est pile incluse, entre guillemets. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de l'interception de base d'API, etc., c'est dedans de base. Il y a des modules pour Objective-C et Dalvik qui sont aussi intégrés. Donc je reviendrai un peu dessus plus tard, hein, parce que c'est vraiment très pratique et c'est bien codé, ça fonctionne vraiment. Parce que c'est modulaire, le code n'est pas du tout monolithique. Donc je vous ai mis 2-3 exemples de ce qu'il prouve que c'est modulaire. Donc il est possible d'utiliser des briques de Frida de manière assez indépendante. Et il est possible d'en rajouter, d'en modifier aussi de manière relativement facile. Donc par exemple, Frida peut utiliser 3 moteurs JavaScript différents. Donc ça a l'air d'être un peu une blague de supporter 3 moteurs JavaScript différents, mais il y a une raison à ça. Le premier moteur qui a été intégré, c'était V8, donc le moteur de JavaScript de Google, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, on s'est rendu compte que pour fonctionner sur des petits périphériques embarqués sur lesquels QNX fonctionne, bon, forcément, ça va beaucoup moins bien d'avoir 1000 threads de créer, une grosse consommation mémoire. Donc, ils ont intégré Ducktape, qui est un moteur JavaScript qui ne fait pas de compilation à la volée, mais que de l'interprétation de bytecode. Et enfin, sur les derniers iOS, pour pouvoir faire on ne peut pas injecter, on ne peut pas mettre V8 dans les derniers iOS, vu qu'il n'y a pas de compilation à la volée possible. Donc, il y a eu un 3e portage de fait pour utiliser la bibliothèque JavaScript de Apple. Le support de QNX a été ajouté par un tiers, donc sans le support bien sûr avec un peu d'aide du core développeur, mais ça a été fait par un tiers, donc c'est possible d'ajouter des briques à Frida de manière indépendante. Enfin, Blackbug de Immunity, par exemple, c'est un projet qu'ils n'ont jamais release, mais sur lequel ils ont fait un peu de publicité. C'est la même chose que Frida, sauf qu'à la place du JavaScript, c'est du Python. Bon, en fait, ils ont tout chopé sur Frida, toute la bibliothèque bas niveau de Frida, ils l'ont réutilisée. Donc si, par exemple, vous voulez faire ce que fait Frida, mais sans injecter de JavaScript, ou avec un peu moins de trader de la souplesse contre de la rapidité d'exécution, vous pouvez réutiliser juste la librairie bas niveau qui fait de l'injection, de l'assemblage, etc. et la réutiliser dans vos projets. Un autre gros avantage, c'est que c'est bien codé. Donc, je vous montrerai plus tard quelques images qui le prouvent aussi. C'est pas énormément documenté, mais le code est relativement clair. L'API est bien documentée, même si l'architecture interne l'est un peu moins. Enfin, il y a une communauté assez réactive. Vous allez sur IRC, vous posez des questions au core développeur, il va vous répondre dans l'heure, pour ne pas dire la minute. Enfin, c'est un projet actif, donc vous n'avez pas trop de risques que demain Frida soit abandonné. Il y a plusieurs développeurs, plusieurs contributeurs, des commits fréquents, des nouvelles fonctionnalités assez fréquemment, etc. Donc c'est un projet qui est tenu d'une main de fer. Donc là c'est Olé Havre, le core développeur. Donc je vous ai mis quelques commentaires qu'il a fait sur un des pull requests sur le premier pull request que j'ai essayé de faire. Donc il veut des espaces autour des astérisques, des espaces après le nom des fonctions,
Les espaces, quand on fait une continuation de ligne, vu qu'il tient beaucoup aux 80 colonnes, il veut qu'il rajoute 2 espaces, pas 4. Il veut que les déclarations soient par ordre chronologique d'utilisation. Il veut que les includes soient par ordre alphabétique. Et il veut que quand on teste des bitmasks, on mette bien la comparaison à 0, parce que sinon, c'est pas assez explicite. C'est plutôt que des bonnes pratiques, et il les vérifie vraiment, donc c'est une base de code claire, bien ordonnée, et il vérifie. J'ai eu 74 commentaires comme ça sur tout mon code avant qu'il soit accepté, en 5-6 fois en plus. Bon, à la fin, il accepte les pull requests, et vous savez coder proprement. Concrètement, comment ça fonctionne Frida? Alors, vous avez un client qui est sur la machine, sur votre machine, sur la machine du reverser, qui va piloter des serveurs. Alors, la particularité du client, c'est qu'il y a plusieurs bindings. Les 2 principaux, c'est Python et Node.js. Donc, vous pouvez écrire votre code soit en Python, soit en Node.js. Le core développeur conseille d'utiliser Node.js parce qu'il est capable de vous intégrer des packages dans tous vos scripts JavaScript que après vous allez pouvoir, il va pouvoir faciliter la création des scripts JavaScript que vous allez injecter plus tard. Bon, moi personnellement, j'utilise quand même le Python parce que je préfère le Python. Derrière, vous avez aussi des bindings Swift, .NET et QML, mais c'est plus pour, je crois que c'est plus le core développeur qui s'amuse qu'autre chose. Je crois que c'est le seul à utiliser ces bindings. Donc, que font ces clients? Ils communiquent soit avec des serveurs, soit avec des agents directement. Donc ici, je vous ai mis un agent dans un process sur la machine du reverser. Ici, un process sur un iPhone. Ici, un process sur un Android. Donc, soit ils communiquent directement avec des agents qui sont injectés dans les process, qui vont exécuter à ce moment-là du JavaScript et qui vont poser les hooks, etc., les points d'interception. Soit ils passent par l'intermédiaire d'un serveur. Et à ce moment-là, le serveur va servir d'intermédiaire pour injecter les agents, aussi pour lister les différents process qui tournent, etc. Derrière, ça supporte nativement USB MUX, etc. Donc vous branchez votre Android en USB et direct, bam, c'est capable de communiquer avec. Pourquoi je vous ai mis ces 2 versions-là? Ici, si vous avez un téléphone, un iPhone qui n'est pas jailbreaké, vous pouvez quand même utiliser Frida. Il va suffire de repackager une application pour lui rajouter une dépendance à une librairie dynamique. Cette librairie dynamique, ça va être Frida qui va se charger. Et là, vous allez pouvoir utiliser Frida directement sur un téléphone qui est non jailbreaké. Si par contre, vous avez un téléphone jailbreaké, vous allez juste installer le serveur dessus en route. Et après, c'est le serveur qui va vous permettre d'injecter dynamiquement Frida dans les différents process qui tournent, grâce au droit route auquel il a accès. Concrètement, les agents ils sont codés en C, C++ et ils sont scriptés avec JavaScript qui est intégré à l'agent. Le JavaScript il est bien exécuté côté agent, pas côté serveur. Une fois que vous avez injecté votre JavaScript, tout se passe dans le processus. Il n'y a pas d'aller-retour, sauf si vous envoyez des messages au client. Ça va, c'est clair comme schéma? Concrètement, comment ça marche Frida? Vous avez des outils en ligne de commande, donc LS Devices qui va vous permettre de voir les différents devices dans lesquels vous pouvez injecter Frida. Frida PS qui permet de lister les processus. Frida Trace qui permet de mettre qui fonctionne un peu comme LTrace, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui en plus permet de hooker des méthodes Objective-C ou des méthodes Dalvik directement, nativement. Donc même s'il n'y a pas de symbole de debug en particulier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la liste des objets Objective-C et des méthodes associées en allant lire la mémoire du processus, vu que Objective-C a besoin de connaître le nom des méthodes quand il y a des envois de messages, etc. Il y a toutes ces informations-là qui sont stockées en mémoire et Frida va récupérer ces infos et vous permettre après de poser des hooks directement sur des méthodes ou des objets dont vous connaissez juste le nom. Enfin, vous avez un programme en ligne de console, Frida, qui permet de manipuler le code JavaScript qui tourne sur
dans l'agent directement depuis votre machine avec de l'autocomplétion, des couleurs, etc. Est-ce que je vais vous faire tout ça? Bon, oui, allez. Donc rapidement, les différentes API auxquelles vous avez accès depuis votre code JavaScript qui tourne dans les différents agents. Alors vous allez pouvoir poser des points, des hooks, c'est les points d'interception dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous avez deux sortes de hooks possibles. Soit vous allez vous attacher à une fonction, et à ce moment-là, Frida va vous donner la possibilité de mettre deux callbacks, un au moment de l'appel de la fonction, un au moment de la sortie de la fonction. Directement, il va vous donner accès aux arguments de la fonction et à sa valeur de retour. Il n'y a rien besoin de faire. Il supporte différentes conventions d'appel. Si vous ne précisez rien, il va prendre celle par défaut du système sur lequel il s'exécute. Vous allez avoir accès aussi au contexte du thread qui appelle la fonction que vous avez hookée. Vous avez un deuxième hook possible, c'est de mettre un watch point. C'est-à-dire si vous voulez pas hooker une fonction, mais juste à un moment donné de l'exécution d'une fonction, lire et modifier l'état du programme. À ce moment-là, vous n'avez forcément pas cette histoire d'entrée et de sortie de fonction, vous êtes juste à un point donné. À ce moment-là, vous allez mettre un watch point avec la fonction attache. Et à ce moment-là, vous allez avoir votre fonction qui va être appelée quand le programme va être arrivé à telle instruction. Là, vous allez avoir votre callback qui va être appelé. Vous allez encore une fois pouvoir lire et écrire le contexte d'exécution, c'est-à-dire les différents registres, mais aussi la mémoire. Et enfin, vous allez pouvoir complètement remplacer une fonction. Là, c'est par exemple si vous voulez modifier, je ne sais pas moi, une routine qui vérifie un numéro de série. Vous n'allez pas forcément vouloir récupérer ces arguments ou son adresse de retour. Vous allez juste vouloir qu'elle retourne 1 toujours. À ce moment-là, vous allez la remplacer. Donc, pour faire tout ça, vous avez besoin de plusieurs choses. Vous avez besoin de pouvoir lire et écrire les différents arguments. Donc pour ça, vous avez besoin d'avoir un pont entre le monde JavaScript et les registres et les cases mémoire, etc. Donc tout ça, c'est le rôle des objets qui sont native quelque chose. Donc, native pointer, c'est l'équivalent des void étoiles. int64 ou int64, ça sert juste à manipuler des entiers de 64 bits. Parce que pour l'instant, dans JavaScript, il n'y a pas encore la notion d'entier de 64 bits natif. Donc il faut faire très attention à ça, particulièrement quand vous travaillez sur des architectures 64 bits. Si vous essayez d'utiliser des entiers JavaScript, ça va être soit des flottants, soit des entiers sur 32 bits. Et si vous ne faites pas attention, vous allez avoir parfois des erreurs d'arrondi et vous allez poser vos hooks au mauvais endroit. Donc faites attention à utiliser bien les objets native pointer ou des entiers sur 64 bits. Donc ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à, par exemple, lire et écrire les arguments qui vont être passés aux fonctions. Ou à modifier l'adresse de retour. Vous avez les objets native function, donc ça sert à appeler des fonctions natives depuis votre code JavaScript. Si par exemple vous voulez appeler un message box A pour afficher coucou pendant l'exécution, dans le contexte du programme qui vous intéresse, message box A c'est une fonction native. Pour pouvoir l'appeler depuis le JavaScript, il va falloir renseigner le prototype de la fonction. Et directement, une fois que vous avez renseigné le prototype, vous pouvez l'appeler depuis votre code JavaScript. Native callback, c'est l'inverse. C'est pour appeler du code JavaScript depuis du code natif. Par exemple, si vous avez une vtable et que vous voulez remplacer une fonction native par une fonction JavaScript, vous pouvez créer votre fonction native avec native callback. Et derrière, Frida va se charger de faire la traduction entre les objets natifs et les objets JavaScript. Donc votre fonction native, elle va appeler la native callback avec 1, 2, 3, 4 sous forme des words pushés dans la stack. Et derrière, dans votre code JavaScript, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 sous forme d'objets JavaScript normaux que vous allez pouvoir lire, modifier et utiliser. Bon, rapidement, vous avez des API qui permettent d'interagir avec le système. Donc process qui va contenir toutes les informations sur le process que vous êtes en train d'instrumenter, donc son architecture, ses pages mémoire, ses modules, ses threads, la liste des allocations, etc. Vous allez avoir des informations sur le thread courant, donc la backtrace, vous allez pouvoir le mettre en pause aussi. Des informations sur les modules, donc le nom, l'adresse de base, les pages mémoire associées, les exports, les imports.
La mémoire, vous allez pouvoir utiliser la mémoire via le module memory, donc qui permet de lire, écrire, scanner, etc., allouer des chaînes de caractères, bon, etc. Vous avez un module qui permet de surveiller les accès mémoire, qui fonctionne que sur Windows. En gros, vous dites, je veux surveiller telle page mémoire. Et derrière, à chaque fois qu'il y aura une écriture, une lecture ou une exécution, vous allez avoir votre callback JavaScript qui va être appelé. Vous avez aussi un module qui permet de parser les informations de debug sur toutes les différentes plateformes. Bon, ça a l'air de rien, mais c'est très pratique, parce que coder tout ça, c'est embêtant. Et là, c'est vraiment de base dans le produit. Ça supporte les symboles dwarf, etc. sur Linux, macOS et Windows. Sur iOS aussi, enfin, jamais essayé, remarquez. Vous avez un binding pour Capstone pour faire du désassemblage, pareil, ça fonctionne sur toutes les architectures. Vous avez un module qui permet de faire de l'instrumentation dynamique de code binaire, mais au niveau des instructions. Il va être capable de vous donner une liste des jumps ou des calls qui sont exécutés par un thread courant. Donc pour ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas modifier le code directement, il va juste le désassembler, rajouter ces fonctions de callback et le réassembler à un autre endroit. Et au moment de l'exécution, vous avez tout qui va être exécuté nativement et ça va remplir un buffer qui après va être passé au du JavaScript. Bon, je passe là-dessus rapidement. Ça fonctionne comme Pin et Dynamo Rio. C'est moins complet, mais ça fait le job. Enfin, vous avez deux modules qui sont assez intéressants, même très intéressants. C'est Objective-C et Java qui donnent accès à toute l'API Objective-C. C'est-à-dire ça permet de faire de l'inspection, c'est-à-dire chercher les instances des objets en mémoire, créer de nouvelles instances. Vous pouvez créer des nouvelles classes, il y a le support de l'héritage. Donc si vous voulez par exemple réécrire un objet qui a exactement les mêmes méthodes que n'importe quel autre objet, sauf que telle méthode à la place si vous voulez modifier par exemple le fonctionnement de telle méthode, vous allez pouvoir la réécrire en JavaScript. Et si vous modifiez un instance d'un objet par cette instance de votre nouvelle classe, ça va appeler votre code JavaScript de manière transparente, etc. Enfin, ça fonctionne très bien, c'est assez impressionnant. Ça fonctionne sur macOS et iOS. Enfin, vous avez la même chose sur Android avec le module OJava. Bon, cette partie-là, je ne l'ai pas trop testée, mais d'après la documentation, ça fonctionne comme pour la partie Objective-C, c'est-à-dire que vous avez accès à la création de classes, vous pouvez créer des instances, chercher les instances en mémoire, etc. Enfin, vous avez une série de helpers qui sont ajoutés apparemment au fur et à mesure des besoins. Donc socket qui permet de savoir adresse locale distante d'une socket qui est en mémoire, qui est ouverte par le programme. Stream pareil, mais pour des streams. File pour manipuler des fichiers sur le disque, sachant que de base de JavaScript, il n'y a pas la possibilité d'écrire sur le disque. Et enfin, API Resolver, c'est juste quelque chose qui aide à lister les API qui sont dans le programme pour faciliter le pose de hook. Bon, je fais rapidement une démo. Donc, hop. Snapchat, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ça permet de faire des photos. Ici, je prends une photo de la salle, fin de ma slide. Toc. Je prends une photo de ma slide. Derrière, non, je ne veux pas être localisé. Si je me l'envoie à moi, hop, envoyer. Derrière, sur mon téléphone, et derrière, on voit que j'ai reçu un message de Ossir. Si je clique dessus, je vais voir, bon, vous voyez rien, mais c'est la slide. Et cette photo va disparaître au bout de quelques secondes. Je ne vais plus pouvoir la revoir et je ne vais pas pouvoir la récupérer. Donc, moi, j'aimerais bien la récupérer. Donc, comment on fait ça? Hop, juste le temps de changer. Hop. Qu'est-ce que vous voyez ce que j'écris? C'est suffisamment clair? Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va mettre Frida sur le téléphone. Donc, c'est un téléphone jailbreaké. Donc, pour ça, on va faire... C'est pas push.
Voici. Ah. Oui, il faudrait que je mette le pass. Donc d'abord, on push le serveur. On se connecte au téléphone. Shell. Vous voyez toujours ou pas? Donc je lance un shell root. Hop. Donc je lance mon serveur. Maintenant, il est censé fonctionner. Si je fais un frida ls devices, hop, on voit qu'il y a 2 devices locaux qui permettent de se connecter soit via des pipes, soit en TCP. On voit qu'il détecte notre téléphone ici. Si je fais un frida ps-d, le nom du device, allez, chauffe Marcel. SU. Hop. Frida serveur. Donc qu'est-ce qui se lance bien? Vous voyez? Bon, là, il y a un petit bug, je crois, avec cette version de Frida, c'est qu'il ne se connecte pas tout à fait correctement au téléphone du premier coup, mais bon. Donc, je vais chercher mon Snapchat, rep snap, et me le trouve. Donc, maintenant, on va essayer de voir quelles sont les API qui sont utilisées par Snapchat, pour se connecter. Donc, on va aller regarder tout ce qui passe par les fonctions qui contiennent le mot SSL dedans. Donc, hop. Donc, c'est juste la fonction FridaTrace, -i, le format du masque qu'on veut pour espionner notre process, -d, le nom du device, ensuite le nom de la fonction, enfin le nom de notre application. Il s'attache, il cherche toutes les fonctions qui ont un nom dans le process, il crée les différents handlers de manière automatique. Donc ça, c'est fait une seule fois. Après, il le cache dans le TMP handler et on voit que, hop, il est en train de voir les différentes fonctions qui sont appelées. Donc il y a un joli graphe. Si on va dans, hop. Donc, si on regarde là, si on essaie de refresh le contenu, il y a des choses qui se passent. Donc on se dit que probablement que si on hookait la fonction SSL read et qu'on récupérait le contenu du buffer, on verrait des choses intéressantes. En tout cas, on verrait ce qui a échangé entre l'application et le serveur. Donc je vous fais grâce de la phase de développement. Alors si vous regardez, hop, oui, j'ai même une cheat sheet au cas où j'ai toute la ligne de commande à taper. Donc si vous regardez le code, voilà, ça fait que ça, c'est comme ligne. En blanc, c'est mieux quand même. On voulait sur quoi? Sur fond blanc? Fond blanc, bah oui. Hop, je vous ai demandé si vous voyez bien tout à l'heure. Alors. Black on white, oui. Allez. C'est mieux là? Donc vous avez juste les différents fichiers. Ici, j'utilise le module interceptor pour m'attacher à la fonction SSL read. Ici, je ne mets pas de nom de module en particulier, donc il va itérer sur tous les modules pour chercher la fonction SSL read. Dès qu'il l'a trouvé, il va poser les hooks dessus. Donc onEnter, ça va être appelé au moment de l'appel de la fonction. OnLeave, ça va être appelé au moment où on va quitter la fonction. Donc ici, je vais juste sauvegarder les arguments qui sont passés à la fonction. Donc le deuxième argument qui correspond forcément à l'indice 1, ça va correspondre au buffer si on lit le man de SSL read. Je vais construire quelque chose que je vais appeler SSL context, c'est juste pour différencier les différents appels à SSL read, qui va être constitué du contexte
qui est passé en argument SSL read et de l'ID du thread. Et quand on va quitter la fonction, je vais récupérer la valeur de retour, qui par défaut est un pointeur qui est considéré comme étant un pointeur, donc je vais le traduire en int32. Je vais regarder si c'est supérieur à 0. Si oui, ça veut dire que l'appel à SSL read a réussi. Ensuite, je vais récupérer le fichier, s'il existe déjà, je le récupère, sinon je le crée sur la SD card. J'écris dedans le buffer, je flush le buffer, et j'écris le contenu du buffer dans la console. Bon, c'est vraiment tout simple. Ça marcherait, ce script-là, vous pouvez le réutiliser sous Windows, sous Linux ou Mac. À partir du moment où vous avez une fonction qui s'appelle SSL read, ça devrait marcher. Éventuellement, vous allez devoir modifier ici le chemin de sortie, là où vous stockez les fichiers, mais sinon, tout fonctionnera exactement de la même manière. Hop. Donc j'injecte avec Frida. Donc pour ça, je fais Frida-D, le nom du device, -L, hop, et enfin le nom de l'application. Le nom de l'application, il s'attache. Il a réussi cette fois-ci. Ensuite, je vais m'envoyer une photo. Donc on voit qu'il récupère déjà les pings qui sont envoyés régulièrement pour voir s'il y a quelque chose à lire. Ensuite, je prends une photo. Hop, de la salle. Ne vous inquiétez pas, c'est supprimé. Après, on ne peut pas enregistrer les photos. Voilà. Donc je vais l'envoyer à Ossir Demo Frida. Hop, c'est parti. Hop, là on voit qu'il y a tout le buffer qui est en train d'être lu. Bon, je peux fermer ça. Si on regarde un peu, bon, je vais pouvoir couper mon Frida. Donc derrière, il dit thank you, il clean tout côté Android. L'appli, elle reste comme elle est, il n'y a plus de hook, elle est clean. Si on regarde un peu ce qui a été reçu, hop, on remonte un peu le log. Donc on voit qu'il y a El Vanderbe là, qui a envoyé quelque chose à Ossir Demo Frida, blablabla. Si on va un peu plus bas, on voit qu'il y a des requêtes HTTP qui partent, enfin qui sont reçues plutôt. Hop, si on descend un peu, je pense que on doit voir passer. Alors ici on voit passer une image JPEG. Donc maintenant on va aller récupérer. Si on récupère le contenu de notre SD card, qu'on fait un grep. Donc on voit qu'il y en a un qui match. Si on strip l'header HTTP, 1, 2, 3, 4. Donc on a bien out.jpg. Et hop. On a bien récupéré la photo. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la retourner ? Bon, vous me faites confiance. Vous vous reconnaissez ? C'est bon ? Hop. Yes. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir le site internet frida.re. Je vous invite aussi à aller voir sur le serveur IRC qui est assez actif. Le troisième lien, c'est plus parce qu'il est sur le site de Frida, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de gens sur la mailing list. Enfin, avez-vous des questions ? Est-ce que ça remplace IDEA ? Ah bah non, c'est dynamique.
IDA, c'est un plus pour du statique, mais justement, les deux se complètent bien. Vous avez IDA d'un côté, vous vous dites, vous avez cette fonction, vous avez cette méthode Objective-C, vous vous demandez si elle est appelée, si oui, par qui, comment, etc. Ah ben, vous lancez Frida, vous récupérez, vous dites je veux toutes les fonctions je veux hooker toutes les méthodes qui sont exportées par tel objet et qui contiennent tel motif. Vous lancez, vous avez une jolie trace et vous savez par qui c'est appelé, comment. Si vous voulez savoir si par exemple vous êtes en train d'étudier du C++ avec des vtables de partout, vous pouvez pareil assez facilement en 2-3 lignes, récupérer une trace des adresses qui correspondent, des adresses de destination des calls indirects. Et après, vous pouvez les réimporter assez facilement dans IDA en faisant un script Python. Enfin, c'est vraiment complémentaire pour le coup. Il y a le onLib et onEnter. Est-ce qu'on peut. Donc, ça, c'est une fonction qui va s'exécuter avant l'appel et une après. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une fonction qui remplace tout le monde? Oui, bah c'est celle dont je parlais. Peut-être je me suis mal exprimé. C'est le replace, voilà. D'accord. Et juste un point, est-ce qu'on peut rajouter des informations, on peut taguer un peu des symboles parce que quand on a plein de threads, quand tu fais de l'instrumentation, c'est difficile de garder un contexte cohérent quand tu fais ton instrumentation. C'est mon troisième appel à cette fonction, par exemple. Bah, il y a déjà la notion de profondeur qui est de base en fait quand on pose des hooks avec attache interceptor, il y a déjà la notion de profondeur. Donc si c'est une fonction que tu hook qui a été appelée par une fonction que tu as déjà hookée, il va te dire bah, on est à un deuxième niveau de profondeur et tu as été appelé par cette fonction-là. Est-ce que entre deux exécutions consécutives du même hook, je peux partager une zone mémoire? Ah oui, bien sûr. Bah, après, c'est du JavaScript. Hein. C'est aussi ce qu'il y a de bien avec JavaScript et que je n'ai pas évoqué. C'est que de base, le langage est très bien pour tout ce qui est asynchrone et événements, est basé sur des événements. Donc tout ce qui est gérer le multithread, avoir plusieurs événements qui arrivent en même temps et partager de la donnée, tout ça, c'est géré de base par JavaScript. Donc il suffit de créer une variable globale et tu pourras y avoir accès n'importe comment. Ouais. Et les inline hooks qui sont posés, c'est en fait de chaque fonction, c'est un jump. C'est un jump, ouais. Directement, et puis il n'y a pas ça n'amuse pas à faire une injection DLL, comme ça. C'est vraiment un jump vers un autre. Ouais, c'est ça. C'est de l'inline hook standard. Il y a quelques petites subtilités sur différentes archives où on ne peut pas facilement mettre un hook qui soit suffisamment petit. À ce moment-là, il jump un peu plus haut et il met son hook à cet endroit-là, mais sinon, c'est du hook standard. Une petite question, quand même, c'était par rapport à l'écriture, parce que c'était essentiellement la lecture que tu faisais. Si je veux modifier les données, c'est un peu compliqué parce que Non. Bah, à ce moment-là, il y a tout le module memory qui permet d'écrire aussi en mémoire. On peut faire des copies, des modifications, du bitflip, tout ce qu'on peut lire et écrire normalement, quoi. Une autre question, c'était par rapport à la stabilité. C'est nu ou pas parce qu'à une époque, ça a commencé vraiment à être utilisé par d'autres personnes que l'auteur, je crois, il y a 2 ans, 2-3 ans même un peu maintenant. Et oui, ça commence vraiment à être stable. Hein. Il y a quelques petits soucis sur par exemple, c'est pas magique non plus. Si vous essayez d'injecter Frida dans un processus qui est sandboxé, il va pas avoir le droit de créer des canaux de communication avec le Frida serveur et ça va pas bien fonctionner. À ce moment-là, il faut mettre un peu les mains dans le cambouis, mais ça après. Mais oui, ça fonctionne vraiment bien. J'ai jamais eu de gros soucis avec. J'ai eu des problèmes de choses qui n'étaient pas implémentées, mais à ce moment-là, bon, on les crée, mais ça commence à être vraiment stable. Ouais. Dans la vie de tous les jours, je pense à plus faire de la recherche d'exploit de bulles ou l'audit comportemental du code ou de l'analyse de malware. Je m'en sers en ce moment pour remplacer Ltrace sur iOS. Donc j'ai un petit script qui surveille les allocations et qui après me fait des jolis graphes et je sais quoi y allouer quand et quand est-ce que c'est libéré. Et après je sais
Je sais quel objet je dois allouer quand pour remplacer tel autre objet qui a été free. Sinon, je m'en sers aussi beaucoup pour générer des traces d'exécution, pour savoir si telle méthode a été appelée et dans quel contexte. Voilà. Donc tu n'utilises pas trop pour de l'analyse de malware? Non, pas du tout. Parce que tu fais là, cette instrumentalisation dynamique, ce serait vachement intéressant. Ouais, mais c'est pas ce que je fais dans la vie de tous les jours. Donc, Mais oui, ça fonctionnerait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a rien qui est fait pour éviter la détection. De base, étant donné sa manière de fonctionner, il n'y a pas de détection simple à base de isDebugger présente, etc., vu que ça n'utilise pas d'API de debug. Après, s'il y a des mécanismes de détection de hook, nécessairement, ils vont détecter les hooks que tu as mis, quoi. Sauf si tu hook les hooks. Voilà. Ou si tu utilises, par exemple, Memory Access Monitor, qui te dit justement, qui pourrait te dire quand est-ce qu'on essaye de lire le code que tu as hooké. Avec le fait que ton téléphone soit routé, c'est pas problématique. Bah, justement, ce que j'expliquais dans cette magnifique slide, c'est qu'on peut injecter Frida dans un téléphone non routé. Ça pose pas de problème. Il suffit de repackager l'application de manière à ce qu'elle intègre ce qu'ils appellent un gadget Frida, qui va servir à injecter Frida en mémoire directement sans aller utiliser par exemple Petras ou Create Remote Thread, etc. Est-ce qu'il y a des alternatives? Des alternatives qui soient aussi complètes et qui supportent autant de plateformes, non. Honnêtement, non. Là, je m'en sers surtout sur iOS, Mac mais j'ai des collègues qui s'en servent sur Android. Je l'ai un tout petit peu utilisé sous Windows aussi, mais plus la partie bas niveau pour le coup, FridaGum, le core en C++. Pour le coup, le fait que ça marche partout, c'est vraiment pratique. Tu parlais de la capacité de détecter avec justement la détection du hook. Ta connaissance, tu as eu l'opportunité de faire justement sur iOS ou Android justement d'applications volontairement malveillantes ou saines qui détectent justement. Pas à ma connaissance, que je dise pas de bêtises. J'ai connaissance d'applications forcément qui essayent de détecter si elles fonctionnent sur un téléphone routé, mais qui détectent l'instrumentation, non. Pas que je sache. Une dernière question? Ok.